d'abord, bienvenue, merci d'être venu. Micro. Apparemment, vous avez presque atterri. Voilà, Vous venez d'atterrir avec un décalage horaire qui est subséquent. Donc, merci encore de sacrifier à ça. Et vous avez été très bien introduit, comme on a parlé tout à l'heure, de solutions actives dans le bâtiment. Et vous allez nous parler de bâtiment, énergie, révolution numérique. Vous êtes présidente et membre du CODIR de Schneider Electric. Et vous êtes en charge de la stratégie et du business développement. Donc on est en plein dans le domaine qui nous passionne aujourd'hui. Merci. Je prends le micro, vous Oui, oui, micro s'il vous plaît. D'abord, merci de proposer à Schneider Electric de participer à cette université. Deuxièmement, veuillez excuser Gilles Bergon-Desroches, peut-être certains d'entre vous ont vu dans l'agenda au départ, qui était avec moi justement à Singapour, donc on a atterri tous les deux et qui avait un autre impératif. Et Gilles m'a dit, vas-y, c'est 15 heures, pour ceux qui le connaissent, il faut que tu y ailles un peu fort parce que c'est l'heure difficile. Donc voilà. Donc j'y vais volontairement un peu fort, et donc ça sera probablement, comme je suis plutôt en charge de la stratégie, un peu plus stratosphérique que ce que vous venez de voir, parce que je suis bien incapable dans certaines discussions d'avoir une opinion. S'il y a des questions que vous avez auxquelles je ne sais pas répondre, on les prendra et puis je reviendrai vers vous, il n'y a aucun problème. Voilà, et je suis très contente d'être là. En plus, il fait super beau et le site est magnifique. Donc, bâtiment, énergie et révolution numérique. Ah bah voilà, ouais, ça c'est... On m'a pas dit, hein. Ben non. En plus, je vais vous prendre le truc. Alors, juste avant de commencer, et ça marche pas. Oui. Juste un petit mot sur Schneider Electric. Je pense que vous connaissez tous, mais comme ça évolue quand même assez vite, je préférais refaire une seule photo. Donc Schneider Electric, leader de la transformation digitale dans la gestion des énergies et des automatismes. C'est 26 milliards de chiffre d'affaires, 137 000 employés, donc 42% dans les nouvelles économies. Donc en fait, on est répartis complètement, à peu près un quart entre les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Et c'est 50% des produits qui sont connectés ou connectables, ou qui sont du software et des services digitaux. Donc voilà, c'est donc toujours dans la gestion de l'énergie et dans les automatismes industriels, que ce soit moyenne tension, basse tension, Secure Power, donc tout ce qui est data center, et puis donc un quart dans l'automatisme industriel. Je montre cette photo parce que Schneider Electric, par rapport à ce qu'on avait il y a 5-10 ans, d'abord est une entreprise beaucoup plus internationale, c'est toujours une entreprise française bien sûr, mais aujourd'hui la France est le 3e, bientôt 4e pays dans le monde, derrière les États-Unis, la Chine, et la France représente à peu près 7% du chiffre d'affaires. Voilà, donc nous on a une vision assez mondiale, et on est quand même assez répartis mondialement. Je reviens, donc 50% de nos revenus proviennent de la digitalisation, et donc c'est un peu le sujet de mon intervention, où on parle quand même de en quoi le digital peut apporter une valeur dans la transition énergétique, et en particulier dans les bâtiments. Donc, je vous avais averti, on va essayer d'être un peu provoque, il fait que 35 degrés en plus dans la salle, là vous êtes dur. Première partie. Les économies d'énergie, c'est le volet dont on dit dans les colloques que c'est le principal, mais qu'on expédie en 2 minutes pour passer aux ENR. J'adore cette phrase. Donc c'est la phrase, alors c'était une personne de l'ADG qui a prononcé ça il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai trouvé que c'était assez... en plus, moi je viens du monde du solaire, donc ce qui était assez parlant. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas comment résumer le sujet, donc on fait escape dans ce sujet-là, souvent dans les colloques. Puis après, vous avez sur le solaire, sur l'éolien, sur tout ce qu'on veut, on a plein d'idées. Donc juste quelques chiffres, et je ne passerai pas beaucoup de temps, mais pour vous rappeler en fait un petit peu quelques chiffres qui étaient parlants pour moi par rapport à la suite de ma présentation. Et on en est tous conscients, je pense ici, il n'y a pas de scénario possible si on ne trouve pas la solution sur l'efficacité énergétique. Je pense que maintenant c'est partagé, et je trouve que c'est assez nouveau par tout le monde, et en particulier dans les bâtiments. Quand je dis par tout le monde, Total par exemple, si vous regardez dès son Investor Day, dit qu'en gros, pour arriver au scénario 2 degrés,
Il faut bien un tiers d'efficacité énergétique dans le scénario de baisse. Voilà, par tout le monde. Quelques petits chiffres qui ont probablement déjà été dit, mais je suis désolée, je viens d'arriver. Bâtiment, 44% de la consommation d'énergie en France. Un chiffre quand même qui est parlant. 2 tiers des bâtiments en 2050 sont déjà construits. Il y a 1% de renouvellement par an du bâtiment. Donc en fait, notre problématique, elle est aussi beaucoup sur la rénovation. Et un chiffre de l'AIE, 80% de gains potentiels d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Dans l'industrie, c'est autour de 50%. Donc l'industrie est plutôt en avance. Je pense que si on regarde, si on prend un step back, entre guillemets, en stratégie, je pense fondamentalement qu'il y a une complexité particulière à cette question de la rénovation énergétique dans les bâtiments, parce que pour la première fois, probablement, on fait face à un sujet complètement diffus. Si vous regardez l'étude de l'Institut Montaigne, que l'Institut Montaigne vient de sortir, hein, je ne dis pas qu'il est idéal, mais il se trouve que c'est Christelle Hellman, la présidente de Schneider Electric France, qui l'a dirigée. On est parti pour la première fois des personae, donc des personnes, et on a essayé de remonter dans la chaîne de décision de la rénovation pour étudier à quel moment quelqu'un et pourquoi prend cette décision-là. Et en fait, c'est super compliqué, parce que vous avez plein de personnages différents, plein de volontés de décision différentes, etc. Et donc, en fait, on fait face à un problème numéro 1, qui est que finalement, le CSP+, par rapport au pavillon de province, ou par rapport, enfin, je ne mets pas les gens les uns contre les autres, mais aura une trajectoire de décision qui sera différente. Donc, en fait, c'est un monde qui est assez diffus, et sincèrement, je sais qu'on fait tous des efforts, et Schneider Electric, comme Saint-Gobain, pousse énormément le sujet de la rénovation énergétique, mais si on regarde les résultats récents, là, qui viennent de sortir, je crois, je le note parce qu'on a travaillé dans les chiffres dans la voiture, le bâtiment, secteur qui présente le plus gros écart par rapport aux objectifs versus 2018, on est à 14,5% de la trajectoire. Donc en fait, en gros, quelque part, on peut se dire, aujourd'hui, il y a un échec, en fait, potentiellement, sur cette partie efficacité énergétique. Moi, je dis, est-ce qu'il y a vraiment une motivation des acteurs ? Est-ce que les résultats sont là aujourd'hui? Si on dit on n'est pas basé sur les efforts, mais basé sur les résultats, il n'y a pas de résultats aujourd'hui. On est en échec par rapport à ça. Il y a 2 populations en fait aujourd'hui qui s'intéressent un peu. Comme je disais avant, il y a les CSP+, mais qui le font en réalité quand on regarde les motivations plus pour la valeur patrimoniale de leurs biens que vraiment pour la réflexion efficacité énergétique. Et puis, il y a les acteurs publics du logement social. Quoi. Voilà, si on regarde ça. Puis les autres sont un petit peu au milieu du gué. Donc c'était ma première partie. Mais bon, je vais être plus positive sur la suite, hein, quand même, rassurez-vous. Ma deuxième partie, c'est que quelque part, il va falloir trouver cette solution à une équation hein, à laquelle on est co-responsables tous ensemble, qui est comment est-ce que d'une part on sauve le climat et d'autre part on atteint ça en minimisant le coût de cette transition finalement, dans un monde diffus. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ces notions-là, mais je provoque jusqu'au bout, donc j'ai dit en d'autres termes, fin du mois, fin du monde, même combat. Quoi. Comment est-ce qu'on résout cette équation-là? Et je pense quand même que ça fait partie de cette co-responsabilité de réfléchir à la partie. Alors là, évidemment, vous allez dire, bon, je vais vendre les solutions Schneider. Bon, je suis un peu là pour ça aussi quand même. Hein. Mais bon, on a vu que c'était complémentaire, donc je maintiens qu'avec Saint-Gobain, c'est complémentaire. Mais là, je vais partir vraiment d'un exemple concret de rénovation énergétique d'un bâtiment existant, qui est un bâtiment Schneider Electric, mais parce que c'était celui sur lequel on a le plus de chiffres. Et puis on en a d'autres aussi qu'on a rénovés, sur lesquels on essaye de récupérer des chiffres. C'est toujours mieux quand c'est chez les autres. Donc j'ai pris le cas concret du Hive, qui est donc le siège de Schneider Electric France, que peut-être certains d'entre vous ont déjà visité d'ailleurs. 35 000 m², 1950 collaborateurs, c'est un bâtiment donc existant, dans lequel on est locataire. Donc pas vraiment les bâtiments sur lesquels on a envie de faire de la rénovation énergétique. Sur lequel, évidemment, comme on est Schneider Electric, l'ambition c'était d'en faire un bâtiment exemplaire. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, on est parti de ce bâtiment-là et on a déployé en gros l'ensemble des solutions qu'on promeut
en gestion active du bâtiment, donc digital, et tout ce qui est en phase 2, tout ce qui est renouvelable, localisation, en autoconsommation. Et donc en gros, sur un bâtiment, alors en fait, je vous ai enlevé une partie, mais on a commencé par déménager parce qu'on était dans un bâtiment qui était plutôt à 300. Donc on est parti d'un bâtiment qui était plutôt efficace, pas super efficace, mais qui était assez récent. Et puis on a déployé en fait entre 2009 et 2014 essentiellement de l'efficacité énergétique active. Donc qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique active? Je reviendrai après, je vous donnerai en détail ce que c'est, mais c'est qu'en gros on met des capteurs, on optimise, comme disait Saint-Gobain, le temps de présence, la température, l'éclairage, l'eau, etc. Donc on optimise d'abord en récupérant les données, en les traitant et en permettant aussi au bâtiment d'être plus intelligent derrière. On a derrière fait, et vous allez voir les retours sur investissement, on est allé jusqu'au bout, puisqu'en fait on veut même encore aller plus loin en 2020, en développant du solaire et de la géothermie. Voilà. On a même des ruches avec des abeilles, mais ça compte pas dans la... Voilà, ça permet de la diversité. Donc voilà, donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, vous avez juste la liste des actions. Donc tout ça, c'est plutôt, entre guillemets, renouvelable. Hein, et tout le reste, c'est de la gestion active. Vous avez les investissements, le gain annuel que ça représentait hein, sur un bâtiment qui coûtait donc 300 kg euros de mémoire, hein, c'est ça? Ou je me trompe? 300 kg euros par an en énergie, et vous avez le délai de retour sur investissement. Voilà. Donc en fait, nous, notre base au départ, c'est comme on était locataire, on disait, en fait, on veut avoir un retour sur investissement qui est inférieur à la durée du bail. C'était ça la base, le truc enfin, classique et normal. Et après, effectivement, dans les deux cas de retour sur investissement plus long, hein, le solaire, on sait très bien que c'est quand même des investissements plus lourds en termes de CAPEX. Là, c'était des discussions avec le propriétaire pour arriver à rentrer, nous, si on quittait les lieux, dans des retours sur investissement qui nous conviennent. Alors, donc ça, je vous ai déjà expliqué, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails super techniques, mais je vais commencer par celui-là. Donc, en fait, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connecte des produits, enfin, c'est le truc classique du digital, hein, on le fait dans tous les domaines, et donc là, on le fait juste appliqué au bâtiment, quoi. On connecte des produits, on les connecte déjà, on les collecte, on contrôle, on analyse et on agit. Et on prend des mesures. Il y a une partie, d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que maintenant, on attaque une phase qui est plus difficile, qui est comportementale, quoi, finalement. Comment est-ce que on incite finalement les personnes dans le bâtiment à prendre en main une évolution future de baisse de la consommation et de l'énergie. Et là, on atteint le modèle difficile. Et donc en fait, finalement, je vais vous passer l'ensemble des produits Schneider, hein, il y a 180 000 références, donc on va... Mais produits connectés, on a connecté, donc ça va des badges au bureau, etc. Et chaque année, chaque fois qu'on a un nouveau produit en magasin, en fait, on le met sur le bâtiment. Cette année, par exemple, on a mis en place un produit qui permet de savoir, qui s'appelle Workplace Advisor, hein, que plein de gens ont d'ailleurs dans les nouveaux bâtiments à la Défense, qui permet de savoir si une personne est à son bureau ou non. Sachant qu'on est en flex office, alors oui, c'est bien sûr tout le truc disant fliquer les personnes. Alors je vais vous dire, une fois que vous avez un badge à l'entrée, vous fliquez comme vous voulez, hein, vous n'avez pas besoin d'être à votre bureau. Mais comme on est en flex office, c'est pas nominatif. Et puis, en fonction du nombre de personnes qui sont dans une espèce, on peut régler la température, etc. Donc voilà, donc en fait il y a des produits connectés, il y a un système de contrôle, de supervision de ces produits, et puis derrière, qui permet en fait de prendre des décisions, et puis derrière, il y a un certain nombre d'applications qui permettent de donner des conseils, voire de faire évoluer le système. Voilà, donc ça c'est ce que globalement on appelle le digital dans le bâtiment, et en fait qui permet, et c'est ça le point en fait qui est le plus poussé, hein, qui permet d'avoir des investissements, on va dire, autour de 10 à 15, ça dépend si on est en résidentiel ou en tertiaire, mais on va dire dans du tertiaire de 15 € du mètre carré, et donc qui permet, par définition, par rapport aux économies d'énergie qu'ils gèrent, de faire des économies, d'avoir des retours sur investissement très élevés. Alors on essaye de pousser typiquement ça dans les écoles, par exemple. On disait qu'il y a peu d'occupation. Aujourd'hui, la statistique, c'est... Je vais
ne veux pas vous dire de bêtises, je l'ai noté quelque part, je crois que c'est 2/3 des écoles qui n'ont pas de thermostat. C'est-à-dire, en gros, elles chauffent le week-end. Elles sont éclairées le week-end. Enfin, je veux dire, vous voyez, enfin, il y a des priorités de base qui est juste, est-ce qu'on ne peut pas mettre un off parce qu'on a des capteurs et qu'on sait qu'on est vendredi soir et que quelque part, le thermostat s'arrête jusqu'au dimanche soir, ou bien, pour les écoles qui éteignent, que ça ne commence pas le lundi et que tout le monde se gèle le lundi matin. En arrivant. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a un certain nombre de moi j'appelle ça les quick wins, qui existent. Et encore une fois, si je reviens au slide d'avant, dans ce monde diffus, bah, comment est-ce qu'on va arriver à diffuser finalement ce mode-là. Oui, juste un petit point, c'est un sujet annexe, mais et quand on a fait l'étude Institut Montaigne, on l'a vu, en fait le driver c'est souvent pas l'efficacité énergétique. C'est malheureux, c'est heureux, etc. Mais le driver c'est souvent le confort, en tout cas dans le résidentiel. C'est je veux plus de confort, donc je suis prêt à adopter pour des raisons de confort. Et donc en fait, on a forcément, nous, testé auprès des collaborateurs l'évolution de leur perception, parce que c'est très bien, hein, mais quand vous arrivez dans le bureau et qu'il fait 18 degrés parce que la machine a considéré que finalement, machin, c'est pas le truc idéal. Forcément, il y a une partie, il faut s'adapter, etc. Donc voilà, donc en fait, on voit que globalement, bon, les collaborateurs sont plutôt satisfaits de ce bâtiment. Et je pense assez fiers aussi, parce que c'est un bâtiment qui a reçu beaucoup de récompenses là-dessus. Troisième partie. Donc première partie sur l'efficacité énergétique et puis, je ne me rappelle plus du titre, moi c'est le décalage horaire, là, ça commence. Deuxième partie sur la double équation et troisième partie, le bâtiment intelligent, première brique de la Smart City. Oh, on m'a dit, hein, allez-y, hein, j'y vais. Donc j'allais dire que là, c'est plutôt une réflexion de fond que vraiment une démonstration mathématique. Mais globalement, je reprends mes principales, enfin quelques références. Il y a trois probablement révolutions dans le monde énergétique, en tout cas en ce moment à mon sens. Il y a la révolution d'électrique qui progresse 2 fois plus, croissance plus rapide que la demande d'énergie d'ici 2040, et je pense que ça va être plus que 2 fois plus, probablement. Il y a 70% des nouvelles capacités énergétiques qui viennent d'énergie renouvelable, et qu'on veuille ou non, cette électricité n'a de sens que si elle est décarbonée. Et puis, ça vient de sortir. Septembre 2019, plus de 90% des demandes de raccordement résidentiel en France sont des autoconsommateurs. C'est une étude qui vient de sortir dans les Échos. Hein. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est cette troisième révolution, la révolution du décentralisé, qui est toujours un sujet en France et qui est un sujet en France probablement parce qu'on est des rois au monde de la résilience et du centralisé. Et je reconnais que le réseau électrique qu'on a aujourd'hui en France est probablement bien meilleur que dans n'importe quel autre pays au monde. On ne peut pas pour autant dire qu'il n'y a pas une révolution qui se joue. Alors je sais que c'est mineur en ce moment, je sais tout ça, mais je sais qu'en gros, 2 choses. D'abord, le digital le permet à l'échelle locale. Le digital le permet à l'échelle locale, et on le voit dans plein de pays qui n'ont pas cette résilience au réseau. Et deuxièmement, le consommateur le veut. Non, mais je sais, on m'a dit de provocation, donc je vais être prêt à prendre les questions après. Je voudrais juste aller encore plus loin, comme ça on y est complètement. Je pense qu'il y a un lien intrinsèque entre décentralisation et efficacité énergétique. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on est dans un monde diffus, et ce qu'on voit en fait dans les premiers tests qu'on a, c'est que finalement un consommateur qui produit sa propre énergie, qui devient un consommateur, est un consommateur qui a plus conscience de sa production énergétique. J'enlève, je sais, je simplifie énormément les problématiques réseau, etc. derrière. En gros, mon message, c'est celui qui cultive ses tomates
ne gaspille pas ses tomates. Et je suis assez convaincue de cette solution, de cette question. Alors, je vais parler comme une vieille, en fait. Que je suis peut-être, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, c'est déjà ce que me disent mes enfants. Donc, je sais passer. Donc, j'ai passé une vingtaine d'années dans les télécoms. Donc, en fait, je suis rentrée dans les télécoms, on va dire, il n'y avait pas l'Internet et il n'y avait pas le mobile, globalement. Pour résumer la situation. Je suis arrivée l'année de l'arrivée de l'Internet et de l'arrivée du mobile. Je suis arrivée chez France Télécom à l'époque. Et finalement, d'ailleurs, vous avez beaucoup de monde dans l'énergie aujourd'hui qui sont des anciens des télécoms. Ça ne veut pas dire que tout est pareil, loin de là, hein, puisqu'il n'y a pas la problématique de production. Mais en tout cas, il y a eu des problématiques qui sont assez similaires en termes de réseau, en termes d'arrivée de la concurrence aussi d'ailleurs, qui n'est pas le sujet aujourd'hui mais n'empêche, et puis en termes de rupture, et avec l'arrivée de l'Internet et avec l'arrivée du mobile. Je ne sais pas pour vous, ceux qui en 97 ont réfléchi à prendre un mobile. Moi j'étais dans les analyses de business plan de la pénétration du mobile où tout le monde disait il n'y a jamais tout le monde aura un mobile. Mais jamais en Afrique les gens auront un mobile. On faisait les business plans africains. On va arriver à 3% de pénétration de mobile en Afrique. Ce que je veux juste dire là, c'est que je pense qu'en France, on doit aussi faire attention au fait que parce qu'on a été les champions et qu'on est toujours probablement les champions de la résilience et d'un réseau centralisé, on ne doit pas oublier cette révolution-là. Voilà ce que je dis. Et que cette révolution-là, à mon sens, qu'on veuille ou non, on l'a. L'Allemagne est très très loin d'être mon modèle en termes de transition énergétique, mais ils ont 1,5 million d'autoconsommateurs résidentiels. En France, 50 000, je crois. Aux États-Unis, effectivement, où il n'y a pas de résilience du réseau, il y a des problématiques énormes de résilience du réseau, les plus grandes entreprises créent leur propre smart grid. Donc je dis juste qu'à un moment donné, quand le digital permet, et je pense que le digital permet, parce qu'il y a des gestions à l'échelle du smart grid, et encore une fois, j'enlève pas la dimension, on va dire, problématique d'équilibre du réseau. Quand une production d'énergie solaire, comme on le voit dans le Sud, et pose la question d'ailleurs de la péréquation tarifaire, mais quand une production d'énergie solaire dans le Sud, où il y a énormément de soleil, revient probablement en autoconsommation à peu près le prix du réseau, bon, en fait, il y a une révolution en marche. Qu'on veuille ou qu'on veuille non, s'il y a une volonté sociétale. Et après, la question est de comment le gérer. Voilà, j'ai mis tous les trucs pour pas que je me fasse lyncher à la sortie, mais je voulais juste quand même dire que ce monde du décentralisé, là-dedans, si on regarde le bâtiment de cette façon-là, le bâtiment digital, et quelque part, le bâtiment digital est la première brique de la Smart City. Une fois qu'on a le bâtiment digital comme on a au Hive, c'est-à-dire où on a optimisé l'efficacité énergétique, où on sait prédire la production, la consommation, etc., on peut avoir des exemples de mini smart grid à l'échelle d'un quartier, d'un lot de bâtiments, etc. Alors je vais vous donner un exemple concret. Learning Grid by Grenoble, donc ça a été inauguré il y a 2 mois. Ça s'appelle Learning Grid parce que c'est à la fois un smart grid, entre guillemets, à l'échelle de plusieurs bâtiments, et puis une école de formation, en fait, pour des étudiants en énergie. Donc 6 bâtiments, 40 000 m² construits sur plus de 5 hectares, etc. etc. Je vous passe un petit peu tout ça, mais donc en fait vous avez chacun des bâtiments, et puis les bâtiments finalement ont été digitalisés pour permettre et la GTB et les équipements de renouvelables, et puis la création d'un cockpit à l'échelle globale. Donc vous avez, vous voyez, en fonction des bâtiments, je passe vite, parce que apparemment j'ai plus beaucoup de temps, mais vous avez des bâtiments qui fonctionnent un peu seuls, mais qui sont reliés au microgrid. Vous avez des multi-ensembles de bâtiments qui sont en production, en surproduction, et puis vous avez une production d'énergie partagée du quartier. Et donc en fait tout ça, avec un cockpit qui gère l'ensemble. Avec des objectifs de cet ensemble-là, en fait,
gérés par des étudiants qui sont en apprentissage, 30% de réduction sur les consommations d'énergie, 15% d'apport d'énergie, 30% de la production locale en autoconsommation, donc pas 100%, loin de là, et puis 2400 apprentis formés aux problématiques énergétiques. Voilà, je pense que vous êtes en forme.